Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'épisodes que nous entamons aujourd'hui et qui est consacrée au chipping. Alors le chipping, c'est un compartiment du jeu que l'on a tendance un petit peu à négliger parce qu'on le trouve trop simple, et pourtant c'est un compartiment du jeu qui est fondamental. Pour en avoir la preuve, bien, il suffit de faire des calculs très simples. La moyenne de greens pris en régulation sur le PGA Tour est de 11 greens par parcours. Ça veut dire que 7 fois les joueurs manquent la cible au second coup sur le green, avec leur coup de fer ou parfois avec un coup de bois. Or, la moyenne de score du PGA Tour est de 2 coups, des 50 premiers en tout cas, est de 2 coups en dessous du par. Donc ça veut dire que ces joueurs, bien que ratant 7 fois le green, arrivent en finalité à scorer 2 coups de mieux que le par. Et ben pourquoi ça? Parce qu'en fait, pour une raison très simple, c'est que quand ils ratent le green, eh bien ils font un petit coup d'approche qui leur permet d'être pratiquement sûr de rentrer le putt qui suit. Et ce coup d'approche, eh bien précisément, c'est un chip. C'est pourquoi nous allons commencer à étudier le chipping et que c'est une série de vidéos que nous allons vous proposer, car ça ne se fera pas en une fois. Le chipping nous prendra au moins 3 épisodes. Alors, pourquoi est-ce que ce chipping, qui en français s'appelle coup roulé, c'est comme ça qu'on appelle ce type de coup, cette famille de coups, est plus important, je dirais, pour le résultat que les coups lobés, ce qu'on appelle les coups pitchés. Eh bien parce que dans la réalité, en fait, la façon à laquelle un green est conçu et la façon à laquelle il est protégé fait qu'il y a généralement beaucoup plus d'espace libre et engazonné autour, qu'il n'y a de bunkers à survoler. Et que donc très souvent, on se retrouve dans des situations de jeu où il est inutile de vouloir volontairement faire trop monter la balle, et où on le sait, parce que c'est une loi au golf, une balle qui roule étant toujours plus précise qu'une balle qui vole, eh bien on se contente de faire justement un coup roulé. Pour l'illustrer, typiquement, là, si je joue le premier drapeau, celui qui se trouve à 8-10 mètres de moi, à une dizaine de mètres de moi, dans cette situation de lie et de jeu, donc qui est ce que je vais rencontrer le plus souvent quand j'ai raté un green, il est complètement aberrant, je dirais, ou en tout cas très peu payant de tenter une balle haute qui va rouler, même si celle-ci n'est pas trop mal réussie, plutôt que de faire un coup beaucoup moins contraignant, qui va simplement sauter la première partie ici qui n'est pas régulière, pour ensuite aller tout simplement rouler vers le drapeau. Voilà, ce coup m'a demandé beaucoup moins d'efforts, et il est en fait bien plus performant parce que plus proche du trou que le précédent. Voilà donc pour ce qui est de la philosophie du coup. Alors bien sûr, je sais que tous les golfeurs aiment bien voir leur balle voler, faire une jolie trajectoire vers le haut, ça les flatte, ça montre selon eux qu'ils maîtrisent bien leur outil, le club, et également cette facilité qu'ils ont à mettre la balle en l'air. Mais dans la réalité, un golfeur cherche avant tout l'efficacité. Et il n'y a aucun doute, le second coup que je viens de faire devant vous est tellement plus simple à réaliser pour un résultat qui de toute façon sera meilleur, qu'il serait complètement stupide de s'en passer. Le chip est véritablement la solution dans 90% des coups d'approche. Pour réussir ce coup roulé, il va nous falloir maîtriser 2 éléments. Le premier, c'est le loft du club, et le second, c'est l'angle d'attaque, c'est donc la verticalité du chemin que va prendre le club, plus ou moins vertical, plus ou moins plat, pour venir prendre cette balle. En maîtrisant ces 2 paramètres, on peut s'attendre au chipping, sur ces coups roulés donc, à avoir une précision diabolique, qui est vraiment égale à celle qu'on a avec un putter. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de rentrer la balle directement dans le trou lorsqu'on chip. Et c'est pour ça aussi que dans la préparation du coup, je dois en fait commencer à lire les pentes, comme si je voulais putter, et donc à calculer le chemin que va prendre ma balle, car il faut que je me fixe un point de retombée de la balle sur le green qui tienne compte bien sûr de la trajectoire qu'elle suivra ensuite.
parce que je vais être très précis et que donc je dois essayer de monter un petit peu mon niveau d'ambition. Il faut que je me dise, quand je chip, il y a une chance assez sérieuse que ma balle finisse dans le trou, donc je vais calculer ma pente comme si j'étais au putting. Nous allons maintenant commencer par le début, c'est-à-dire comment appréhender cette notion de loft du club, et déjà en commençant avec un angle d'attaque relativement plat. Lorsque je joue un putt, ma balle se trouve ici sur le sol, puisque ici on a donc l'horizontale du sol, et le but pour moi est très simple, c'est de venir avec un club qui est parfaitement vertical, frapper cette balle en suivant le long du sol, donc en suivant le sol, donc avec un angle d'attaque que on va qualifier de 0. Mon angle d'attaque n'est absolument pas descendant, c'est un angle d'attaque plat de 0. Le club percute la balle est poussée vers l'avant, elle roule et elle va se diriger vers l'objectif. Le but du chipping dans un premier temps, c'est la première phase d'apprentissage, c'est de comprendre que quand je prends un club plus ouvert, ici j'ai un pitching wedge, si mon club se déplace dans la même trajectoire qu'avec mon putter, c'est-à-dire à l'horizontale, eh bien le simple fait que j'ai une inclinaison ici fait que la balle va commencer par effectuer un saut avant de se mettre à rouler de la même façon qu'elle roule avec le putter. Ce saut, comprenons-le bien, signifie que la balle va être percutée par le club, par le bas du club, qu'elle va alors remonter sur le club et donc que je vais lui imprimer du backspin. Ce backspin est vrai même si l'angle d'attaque de mon club par rapport au sol est donc de 0. Si la balle monte, c'est parce qu'elle remonte le long de son club. En remontant, elle prend du backspin. Elle va sauter, puis ensuite se mettre à rouler. Donc nous allons essayer dans un premier temps de putter avec un club ouvert. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous positionner comme vous le faites avec votre putter. Alors bien sûr, le club étant plus long et surtout possédant un petit peu plus d'angle entre le shaft et la tête de club, je vais me retrouver un petit peu plus loin que d'habitude. Mais de la même façon qu'au putting, vous pouvez d'ailleurs adopter votre grip de putting. Je vais laisser mon club se promener de la droite à la gauche, de la droite à la gauche, le long du sol, et surtout sans utiliser mon poignet, puisqu'au putting, c'est un des dangers pour moi, c'est d'utiliser mon poignet. Le danger ici sera le même. Donc ma balle est positionnée, j'ai ma position de putting, mon grip de putting, et je cherche un mouvement symétrique entre la droite et la gauche, comme un coup de putter, mais avec un club donc plus ouvert. Alors comme on va recommencer ce coup-là, mais cette fois-ci vu avec vers la cible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord un calcul de pente, c'est-à-dire que je vois bien qu'il faut que je vise légèrement à droite du trou, donc je vais par exemple viser ma balle qui est à droite, je vais adopter mon grip de putting, ma position de balle de putting, et je vais faire le même mouvement qu'au putter. Il est bien clair que là, nous n'avons joué que sur le loft du club. Nous avons pris un club suffisamment incliné pour que la balle ne roule pas au départ et qu'elle saute. Cette balle, qu'on le veuille ou non, de toute façon, a pris une certaine quantité de backspin parce que pour monter, elle a dû remonter le long du club, ce qui lui a forcément imprimé cet effet négatif. Maintenant, comprenons bien une chose, c'est que le coup qui était simple à faire avec mon pitching wedge sur le premier drapeau, serait-il aussi efficace sur le drapeau du fond de ce green cette fois-ci? Moi, je pense que si je m'y essaye, et je vais le faire tout de suite, je risque d'avoir en fait un point de retombée de balle qui va être beaucoup plus lointain et probablement une balle à l'arrivée qui ne fera pas le chemin escompté. La balle tape effectivement beaucoup plus loin et elle ne va pas jusqu'au drapeau. Surtout, en fait, j'ai fait voler cette balle très longtemps,
Or, si je pars toujours du principe qu'une balle qui roule est plus précise qu'une balle qui vole, ça veut dire que je me suis amputé sur ce coup-là de la capacité de profiter du roulement du green dès le départ qui m'aurait permis de bien mieux maîtriser la trajectoire de ma balle. Donc, le club que j'ai en main, à savoir mon pitching wedge, n'est pas adapté pour réaliser un coup roulé, un chip, sur le drapeau du fond. C'est très simple, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la même chose, toujours sans jouer sur l'angle d'attaque, en ne profitant que du loft du club, mais avec un club qui possède moins de loft et qui procurera donc moins de backspin parce qu'il fera moins monter la balle, à savoir, en ce qui me concerne, mon fer 8. Ça y est, je viens de prendre mon fer numéro 8, j'avais mon pitching wedge jusque-là. Je vais employer la même méthode, donc je ne joue pas sur le backspin volontaire sur l'angle d'attaque, je vais continuer à faire comme si j'avais un grand putter. Et comme ma balle va rouler davantage, je vais commencer à prendre plus en ligne de compte les pentes qui doivent me mener à l'objectif. Ici, et la pente à mon avis elle est plus là-bas, voilà, là. C'est mieux. On va tenir compte encore plus de la pente. Je suis toujours en position de putting, j'ai toujours une action de club qui s'approche énormément du putting. Alors ce qui est très rassurant, bien sûr, c'est qu'en procédant de la sorte, j'ai quand même très peu de risques d'avoir un contact qui soit totalement faux et qui me mènerait à une catastrophe. J'aurais dû la faire rouler plus encore. Allez, une dernière. Alors bien sûr, de temps en temps, un coup plus haut, un coup, je dirais, lobé ou en tout cas très haut, va être très efficace, il va terminer, enfin il va être en tout cas très réussi et il va terminer près du drapeau, ça arrive évidemment. Mais si on regarde par contre à l'usage sur le nombre de coups joués et donc si on part sur des idées de ratio, véritablement l'efficacité d'un coup roulé qui profite au maximum du roulement du green plutôt que de se poser plus loin sur le green et de rouler un petit peu moins, il sera toujours en faveur du chip avec le club long. Donc profitons au maximum de cette capacité qu'a la balle parce que en termes de rendement ce sera toujours plus efficace. De la même façon, plus ma balle doit taper le sol, toucher le sol loin de moi, plus son point de chute est difficile à atteindre, donc moins je suis précis. Plus au contraire, le point de chute est proche de moi, plus il est simple de poser ma balle sur ce point de chute et donc ensuite de l'avoir roulé jusqu'au trou. Donc de toute façon, sur le nombre, ça sera l'option à retenir. Alors, puisqu'on vient d'en parler, évidemment, ça veut dire qu'il vous faut avoir un choix, il vous faut faire un choix dans les clubs que vous allez utiliser pour chipper, pour réaliser vos coups roulés. La théorie veut qu'en fait, du fer 4 au sandwich, on puisse utiliser tous les clubs. Mais en fait, il y a la pratique ensuite qui, des fois, n'est pas vraiment la théorie. Personnellement, donc je vous donne quelque chose de, je dirais, de personnel qui m'est propre. Voilà les 4 clubs avec lesquels je chip. Fer 8 pour les chips longs, pitching wedge pour beaucoup de chips, donc la plupart de mes chips, 52 degrés souvent aussi, et 58 degrés plus rarement. Ça, c'est toute ma panoplie de chipping. Ce sont ces 4 clubs-là que je travaille afin de maîtriser leur rapport entre survol et roulement, maîtriser la quantité de backspin qu'ils donnent à la balle, de façon à être efficace. Alors, bien sûr, vous regardez beaucoup la télé, bien sûr, vous voyez les champions, et vous vous dites, les champions jouent énormément de chips avec des 58, 56 degrés, 54 et 60 degrés parfois. C'est vrai, mais ça ne vous concerne pas. Pour quelle raison? Eh bien, pour une raison simple, c'est que quand on joue des tournois pro, on a affaire à des greens qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus fermes,
qui sont beaucoup plus rapides que ceux sur lesquels vous jouez habituellement, et que donc on a besoin, pour maîtriser notamment la profondeur des coups, de jouer des coups qui ont un backspin important. C'est pourquoi on joue énormément de sandwedge avec des lofts importants comme un 58, 60 ou 56, oui, et avec des angles d'attaque cette fois-ci qui vont être augmentés. C'est ce que nous verrons dans, je dirais, l'évolution, donc dans la deuxième partie en fait de cet apprentissage du chipping. En ce qui vous concerne, en ce qui me concerne, je vous conseille très fortement de choisir le pitching wedge comme club de chip préféré, hein, et ensuite, en fonction de l'emplacement du drapeau, d'aller vers un club plus long qui peut être fer 7 ou fer 8, et ensuite d'en avoir un troisième qui vous sert pour les chips véritablement qui nécessitent un gros taux de backspin. Ça c'est vrai surtout si vous avez déjà une certaine maîtrise du chipping. Hein, sinon, gardez le pitching wedge, c'est un club qui passe partout et qui est très très efficace sur ce secteur du jeu. Alors le premier écueil que l'on rencontre quand on commence à essayer de chipper correctement, eh bien c'est le même que celui qu'on rencontre au putting, hein, quand on malheureusement rate trop de putts. Eh bien c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas l'action de ses poignets, ils se mettent à jouer, ils donnent des orientations à la face de club qui ne sont pas maîtrisées, et cela nous donne forcément un résultat catastrophique. Tout comme au putting, nous allons donc trouver un exercice simple qui va nous garantir de fixer les poignets et d'utiliser davantage le triangle formé par nos épaules et nos bras pour déplacer le club plutôt que la main pour le faire. Hein. Qu'est-ce que c'est cet exercice? Eh bien ça va être simple, ça va être d'inverser le placement des mains sur le club. On ne va plus mettre la main gauche en haut du shaft et la main droite dessous. Hein. On va inverser, on va mettre la main droite en haut du shaft et la main gauche dessous. Alors c'est intéressant parce que en positionnant la main gauche dessous, vous voyez que j'ai un bras de levier très franc, hein, qui se positionne. Et bien en fait ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de balancer ce bras de levier de la droite à la gauche, de le faire se déplacer, voilà, de façon à être certain que mon poignet ne joue pas. De toute façon, si mon poignet joue, eh bien j'aurai une action de la main droite sur le club qui fait que le club va dévier de sa trajectoire et que je n'aurai aucun résultat et aucun guidage vers la cible. On va l'illustrer tout de suite. Donc cette fois, la main droite est en haut du shaft, la main gauche en dessous. J'ai mon bras de levier bien en place, bras de levier gauche en place. Je le fais balancer de la droite à la gauche. Parfait. Le putt derrière est donné. Hein. L'exercice est efficace et là je suis certain de ne pas avoir utilisé mon poignet. Voyons maintenant ce qui peut mal se passer dans cette configuration. Main droite en haut, main gauche en bas. Je suis placé balancier. Là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment mal passé. Voyons maintenant ce qui peut se passer lorsque, justement, ça se passe mal. Alors cette balle-là n'a pas volé. Cette balle-là a roulé dès le départ. Elle a touché le green. Elle a touché, le sol bien avant le green. Donc là, non, ma balle n'a pas pu monter. Alors qu'est-ce qui a pu se produire? On essaye à nouveau et on va essayer d'y réfléchir. Pareil, mon poignet a un petit peu joué et j'ai encore eu du mal à mettre cette balle en l'air. J'ai pas eu l'impression cette fois que c'était le loft du club qui s'en chargeait en fait comme il aurait dû le faire. Eh bien ce qui s'est produit c'est assez simple, c'est qu'en fait mon club n'a pas suffisamment accéléré dans la zone d'impact ou en descendant au travers de la balle pour lui permettre justement de remonter sur la face et de prendre son envol. Au passage, on note justement tout l'intérêt du chip. J'ai raté ce coup, or ce coup n'est pas catastrophique. J'ai encore même une chance derrière d'en rentrer ce putt d'un mètre 30 ou d'un mètre 50 et de sauver mon par. Hein? C'est tout l'intérêt du chipping. C'est qu'au chipping, un coup qui n'est pas réussi, généralement, ne pénalise pas.
alors qu'en fait, vous savez par expérience que sur vos approches lobées, quand le coup est raté, c'est généralement une catastrophe qui se produit et que vous vous retrouvez dans des situations ensuite qui sont inextricables. Donc le chip, c'est vraiment le coup que vous devez placer aussi souvent que possible parce que même raté, j'ai envie de dire, il est réussi. Alors pourquoi est-ce que ces coups étaient ratés, ces derniers coups ? Eh bien, non pas parce que mon action de main était trop active, puisqu'en fait j'ai adopté un grip inversé, comme on l'a vu, qui fait que quelque part la main droite est paralysée, et que donc forcément c'est le bras gauche qui a effectivement déplacé mon bras de levier, et non, donc c'était pas ma main droite. Eh bien, en fait, c'était donc le manque d'accélération. C'est le fait que mon club soit avait une vitesse constante qui fait que la balle est très peu remontée sur lui, soit pire, qu'il décélérait dans la zone d'impact. Et si le club ralentit, la balle n'est pas incitée à grimper sur le club et donc elle aura, je dirais, un tout petit sursaut qui ne sera absolument pas le but recherché et qui ne sera pas suffisant en tout cas pour atteindre l'objectif. Donc, il faut procéder à un exercice, on va mettre en place un exercice qui va me permettre de tomber sur un ratio de déplacement de club qui va changer la donne. Ici, au chipping, que je joue avec un grip inversé ou pas, je dois être non pas sur un ratio où mon club, un peu comme au putting, mais même au putting, en fait, c'est la même loi et on verra que ça déborde ensuite même sur le grand jeu, non pas sur un ratio où je dois équilibrer ma partie de préparation 50 pour une partie de sortie 50, je ne suis pas sur un ratio 50-50, je dois être plutôt sur un ratio 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers, pour être certain que mon point d'accélération maximale se situe au-delà de la zone d'impact pour que mon club percute bien la balle en accélérant. Pour ça, l'exercice est simple. Vous prenez un sac de golf, j'ai pas de sac de golf à ma disposition, mais j'ai le plaisir d'avoir Quentin. Donc, vous disposez un sac de club ici à votre droite. Et donc là, vous allez devoir monter sans toucher le sac et ensuite traverser par contre vers l'objectif. Là, aucun doute, le contact avec la balle va être bien meilleur. C'est une balle qui va jaillir plus facilement du club, qui va toucher le green et qui ensuite va se mettre à rouler. Voilà. Ah, c'est parfait ça. Ça me plaît. L'exercice est donc simple. Au départ, vous allez avoir l'impression que vous n'accumulez pas assez d'énergie en allant vers le sac et que ça ne vous permettra pas en fait d'aller suffisamment loin vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais dans la réalité, très vite, vous allez vous installer dans cette nouvelle amplitude et vous l'appliquerez, comme on le disait tout à l'heure, probablement à tous les autres compartiments du jeu. Putting, jeu de fer, jeu de bois, bois de parcours, driving, sortie de bunker, etc., etc. Voilà, nous sommes parvenus au terme, je dirais, du démarrage de l'approche que l'on doit avoir concernant le chipping, donc l'écho roulé. Et nous avons donc compris que dans un premier temps, nous devions apprendre le loft, comprendre le loft qui nous est nécessaire, et ensuite, bien sûr, associer cette idée de loft à une accélération qui va nous permettre d'obtenir du résultat. Sans oublier, bien sûr, d'y introduire ou d'y glisser le calcul des pentes, car nous avons l'intention d'être très performants sur ce secteur du jeu, qui est un secteur essentiel pour le score. Dans la prochaine vidéo consacrée au chipping, nous allons étudier maintenant l'interaction qu'il y a entre le loft du club que nous venons de voir, cette fois-ci avec l'angle d'attaque du club qui peut être volontairement changé, ce qui aura des répercussions sur le loft dynamique de la canne et évidemment également sur la quantité de backspin et donc la façon à laquelle nous gérerons la distance que nous voulons parcourir en bout de course avec la méthode, je dirais, appliquée dans sa totalité. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous dis à très bientôt sur heavygolf.com. Bon golf à vous.